Ok, si vous pensez que le katana est la lame la plus incroyable de l'histoire japonaise, vous n'êtes clairement pas prêt pour ce qui arrive. Le Japon a toujours été connu pour son art de la forge incroyable, dans un pays où les lames peuvent rapidement devenir des objets importants, voire légendaires, voire même totalement adulés, comme certaines restées populaires de nos jours. Par exemple le Honjo Masamune, sabre légendaire et familial du shogunat Tokugawa, trésor national du Japon, dont sa lame si parfaite divisait la lumière et rendait son porteur invincible, disait-on, malheureusement volé par les Américains lors de la Seconde Guerre mondiale. Ou encore le Dojigiri Yashitsuna, surnommé le découpeur de démons, qui aurait été capable de trancher la tête d'un démon et dont les capacités techniques de l'arme prétendaient qu'elle était capable de couper net 7 corps humains empilés. Elle est actuellement exposée au Musée national de Tokyo. Mais on va être honnête 5 minutes, pour un œil non averti, toutes les lames se ressemblent et c'est difficile de savoir ce qu'une a d'exceptionnel sur l'autre. Sérieux, vous êtes capable de me dire là quel sabre parmi ces deux-là est légendaire dans l'histoire du Japon alors que l'autre est tout juste sorti d'usine? Mais aujourd'hui, on va voir une toute nouvelle catégorie de sabres qui ont une histoire, que ce soit martiale ou spirituelle, incroyable et dont l'envergure est réellement très impressionnante. Laissez-moi vous présenter les Odachi. On parle de Oodachi, c'est-à-dire littéralement de grand sabre, où on y retrouve le kanji de gros, grand, et les kanji de tachi, déformés à l'élocution en dachi pour un souci de facilité de prononciation. Les tachi sont des sabres anciens, ancêtres du katana comme on l'entend de nos jours. Il est communément admis que pour qu'un sabre puisse passer le cap de l'appellation Oodachi ou Nodachi, qu'il fasse plus de 3 shaku de long, c'est une unité de mesure japonaise. 3 shaku faisant alors 90 cm. Les Oodachi sont avant tout et le plus souvent des dons, donnés à des sanctuaires Shinto sous forme d'offrandes, que ce soit de forgerons eux-mêmes, comme ce sabre géant du sanctuaire de Saito, qui aurait été forgé par pas moins de 5 forgerons. Niveau dimension, on est sur du 3,54 mètres de long pour une lame de 2,40 mètres et pesant près de 63 kg. Pour rappel, un katana pèse entre 1,3 kg et 900 g pour environ 60 à 70 cm depuis la garde. Mais ce Oodachi est très loin d'être celui qui bat tous les records. Ce titre est donné au Aja Oodachi pour des caractéristiques complètement folles de 4,65 mètres de longueur totale, tout ça pour un poids de 75 kg. Autant vous dire qu'on est sur le sabre japonais le plus long et le plus lourd de tout l'archipel, qui bat tous les records historiques. Et évidemment, vous vous en doutez, cette arme n'a absolument pas été forgée dans le but d'être utilisée en combat. Elle a été forgée en 1859, à la toute fin de l'ère Edo. Durant cette période, ça faisait un moment que les Occidentaux avaient forcé l'ouverture au commerce du Japon par des traités inégaux. Une honte pour le Japon de l'époque qui s'est alors retrouvé soumis à la politique de commerce des étrangers. S'en est rapidement suivi un mouvement politique appelé Sonojoi, basé sur la xénophobie de l'étranger et la vénération de l'empereur du Japon, qui était, à cette époque, et depuis des siècles d'ailleurs, assujetti à la volonté du véritable chef suprême du Japon, le shogun. Le forgeron de cette lame, un certain Fujiwara Kunitsuna, venait d'une famille connue pour vénérer l'empereur, et il fit cette lame imposante pour le sanctuaire Shinto Ananoka Hachimangu, à l'occasion de son 1150e anniversaire et d'une fête dédiée à l'empereur. Ce sabre aurait alors un rôle protecteur de chasser les esprits maléfiques, mais n'est pas le seul long sabre à porter des particularités spéciales. Voici le Norimitsu Odachi, créé cette fois-ci par un forgeron seul qui lui donna son nom, Osafune Norimitsu. Cette lame est plutôt intéressante, puisque contrairement aux autres lames de sa catégorie, sa longue soie permettant une relative sécurité dans le manche et surtout sa ligne de trempe appelée hamon, très caractéristique de la plupart des katanas, qui survient lors du refroidissement brutal du tranchant chauffé à une certaine température, puis trempé à l'eau, tandis que le reste de la lame est protégé d'une couche d'argile. Cela sert principalement à rendre l'acier plus dur et donc plus aiguisable, là où la partie protégée par l'argile sera donc plus molle et pourra mieux encaisser les coups. On est donc sur des propriétés purement mécaniques qui laisseraient un peu croire que cette lame aurait pu être utilisée en combat. Malgré tout, c'est tout de même 13 kg, en font une arme encore trop lourde pour être réellement maniée en situation réelle de combat. Cependant, certaines armes impressionnantes ont effectivement été utilisées en combat, toujours avec plus de 3 shaku de long, mais on parlera alors de Nodachi, littéralement sabre des champs.
Seul le premier kanji change, celui des champs, où on pourra sous-entendre, entre autres, un sens de champ de bataille. C'est aux alentours de l'ère Muromachi que l'on verra naître une mode de l'excentricité au Japon, appelée Basara, que ce soit par les kimonos ou bien sûr les armes, où il sera alors question non seulement de combattre, mais aussi de se faire remarquer sur le champ de bataille, et ainsi prouver d'une sorte de supériorité en maniant des lames indécemment grandes pour donner un petit côté épique au combat. Les deux Nodachi les plus célèbres ont été portés par deux frères, Magala Naotaka et Magala Naoshimi, sachant alors que Naotaka mesurait 2,10 m. Autant vous dire une incroyable exception quand on sait que les gens du Moyen-Âge étaient globalement beaucoup plus petits que nous. Les lames s'appelaient Tarodachi et Jirodachi, pour une longueur de lame respectivement de 2,21 m et de 1,66 m pour un poids entre 4 et 5 kg. Des poids lourds, certes, pour des armes, mais bien plus raisonnables, et qui les rendaient donc maniables, surtout quand l'on connaît la stature de ces deux frères. Ah, c'est sûr que ça devait être un sacré spectacle, d'autant que Naotaka fut présent lors de la bataille d'Anegawa, durant l'ère Sengoku, où il couvrit la retraite du clan Asakura, dont il servait le seigneur. Une retraite face aux troupes d'un certain Tokugawa Ieyasu, futur maître incontesté du Japon. Il perdit sa fameuse lame dans sa retraite, et d'après les témoignages, aurait continué de se battre à main nue jusqu'à ce qu'il finisse véritablement par lâcher son dernier souffle. Cependant, on parle là, même pour des Nodachi, de lames à l'envergure et au poids exceptionnellement grand et lourd, portés d'ailleurs par des combattants à la carrure tout aussi exceptionnelle. Il faut donc s'attendre à ce que la plupart des Nodachi soient de taille bien plus raisonnable pour le commun des mortels, à savoir entre 90 cm et 1,40 m, voire parfois 2 m pour les plus longs. Maintenant que l'on sait tout ça, il faut absolument que l'on parle de comment de pareilles armes étaient utilisées. En effet, c'est une escrime très différente de celle d'un katana ou d'un tachi, qui sont bien plus légers, et de nombreuses écoles d'arts martiaux pratiquent encore avec ce genre d'armes longues. Mais comment porter et transporter ce genre d'armes déjà ? À vrai dire, tout dépend de la longueur de la lame. Beaucoup de Nodachi se portent à la ceinture, comme n'importe quel katana, à condition que la taille soit assez petite pour que l'on puisse dégainer, sinon ça risque d'être, assez handicapant. On peut par exemple parler de l'école Enshin Ryu, qui a une partie de leur art martial basée sur le fait d'essayer de dégainer le Nodachi le plus rapidement possible de son fourreau pour porter un coup mortel, l'équivalent au Ihai Jutsu avec un katana. Pour les lames plus longues encore, on les portera directement sur le dos, en les détachant pour dégainer et laisser le fourreau au sol, ou encore en laissant tout simplement un serviteur porter la lame lors des trajets, qui tendra la lame à son maître pour qu'il puisse dégainer. Pour ce qui est de la pratique en tant que telle, on se rapprochera énormément de la façon dont se pratique la montante, une immense épée européenne avec une taille et surtout un poids assez similaire à la plupart des Nodachi communs. En réalité, quand on pratique avec une montante, on va se servir énormément du poids de l'arme et de l'inertie provoquée par le coup précédent pour charger le prochain coup. Contrairement au katana où on va pouvoir arrêter net la lame dans son élan pour en préparer un nouveau, ici ce serait le meilleur moyen de se fatiguer et d'être très lent. Alors c'est dans la continuité du coup que l'on vient de faire que l'on va préparer le prochain. Ça fait une escrime très sportive, très aérienne, où on ne va pas trop hésiter à même tourner sur soi-même en comptant notamment sur la longe de l'arme pour empêcher l'ennemi d'avancer. Pour la qualité de la coupe, le poids, l'inertie et la courbure naturelle de la lame font que les Nodachi sont facilement redoutables, là où une lame droite ou même un katana a souvent besoin d'un mouvement de coupe pour être le plus efficace possible. Et si vous vous demandez ce qu'est un mouvement de coupe, essayez de donner un coup de couteau de table à votre steak. Vous lui ferez peut-être une égratignure, mais pas beaucoup plus. Il faut que vous puissiez faire frotter le fil de la lame contre votre steak pour le trancher efficacement. Les armes, c'est à peu près pareil. Le Nodachi passant cependant un peu au travers de cette règle grâce au poids et à la vitesse d'inertie du coup porté, coupant ainsi bien plus facilement. Cependant, le Nodachi comporte aussi de nombreux défauts, puisque la lourdeur de la lame force à faire des mouvements larges qui peuvent parfois créer des ouvertures. D'autant que c'est une escrime très difficile à manier, qui demande beaucoup d'expérience et d'entraînement, sans même parler de la force physique nécessaire pour manier une telle arme, en comptant la fatigue générée. Et il suffit de porter une armure pour ne plus vraiment craindre les coups de cette arme, et donc foncer vers le porteur pour briser son avantage principal, la distance. Le tout pour une arme très coûteuse tout en fabrication qu'en entretien. Au final, quitte à choisir une arme longue, la plupart des combattants y préféreront une lance de type Yali ou un Naginata, deux armes d'ailleurs bien plus populaires sur les champs de bataille.
Mais alors pourquoi fabriquer et même manier ce genre d'arme si ce n'est pas si puissant que ça? Pour la fabrication, on a vu que les Odachi étaient souvent destinés à être offerts à des sanctuaires Shinto, pour diverses raisons. Mais il faut bien imaginer que fabriquer de telles lames, c'est une occasion unique pour le forgeron de se faire un peu de pub et de prestige. Il faut voir ces lames un petit peu comme les voitures d'exposition au salon de l'auto. Tu sais que tu ne les conduiras jamais en tant que particulier, mais ça démontre d'un esprit d'innovation de la part de la marque et qu'elle puisse un petit peu démontrer de ses compétences techniques. C'est un peu pareil avec ces forgerons qui prouvent alors de leurs compétences au travers d'une œuvre immense qui fera assurément parler d'eux. Mais on a aussi vu qu'avec les Nodachi, ces lames étaient possédées et même utilisées. Eh bien, outre la mode Basala qui mettait en avant l'excentricité, on prêtait à ce genre de lame une fonction protectrice et presque divinisée parfois. Sans parler du prestige de posséder une telle arme de par le coût qu'elle engendre et son entretien. C'est ainsi que l'on pourra constater qu'il existe de nombreux portraits de personnages plus ou moins célèbres représentés avec des Nodachi pour ajouter au prestige de la personne représentée. Au final, les sabres à la taille démesurée auront été plus l'exception que la règle au cours de l'histoire des batailles japonaises. Et bien que souvent peu pratiques, peu maniables ou avec des alternatives plus efficaces, c'est bien l'aura légendaire de ce genre de lames impressionnantes qui auront fait la réputation d'une lame qui aura inspiré bon nombre d'œuvres de la pop culture comme le célèbre Sephiroth de Final Fantasy VII. Mais c'est bien dans ces véritables légendes que l'on pourra comprendre à quel point cette arme était importante pour l'histoire du Japon.